Donc, bonjour à tous pour cette première session de présentation finale des randonneurs, en fait, randonneurs et randonneuses. Pour commencer, en guise d'introduction, j'aurais aimé faire un petit récapitulatif sur ce que c'est que le randonnée, puisqu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, très bien. Donc, voilà, ça, c'est le visuel officiel des 100 jours de randonnée. Vous me connaissez, je suis Oriane Laurier, chargée de projet chez Ivado et avec Barbara Decelle nos co-organisateurs, nous avons organisé la formation du randonnée. Donc, les co-organisateurs de cette session 2022, donc il y avait Ivado, moi et Barbara, le CRDM avec Amna Abderrazak et l'Institut Montfort avec Josette René Landry et bien sûr avec le soutien donc, du secrétariat aux relations canadiennes, le Parcours Continuum et Corbid. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs cette année. Pour vous faire une présentation du randonnée de façon un peu succincte, le randonnée, c'est une formation de 100 jours en analyse computationnelle. Il y a eu 14 ateliers de 2 heures chaque semaine et 4 webinaires. Donc, un sur les scènes pratiques, un sur la science ouverte, un sur l'éthique, un sur la collaboration. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a essayé d'aller chercher aussi tout ce qui est compétences transversales, pas seulement qui avait trait à l'analyse computationnelle, mais pour éveiller en fait chez nos randonneurs et randonneuses une réflexion. Ces randonneurs et randonneuses ont eu accès à du mentorat et on a eu la joie d'avoir 12 mentors parmi nous et ils ont pu choisir entre deux langages, R ou Python. Et ce qui était très intéressant dans cette formation, c'est surtout qu'il y avait des niveaux en fait très différents, des gens qui étaient plutôt au niveau débutant, d'autres plutôt intermédiaires, d'autres plutôt avancés et ils ont pu en fait seconder leur apprentissage avec la plateforme d'apprentissage Corbid. Toutes ces ressources-là, ces ateliers, ces webinaires, les collabs sont en fait disponibles librement, gratuitement, à partir de la chaîne YouTube d'Ivado, ce qui vraiment en fait crée une certaine richesse pour la communauté. Les participants, cette année, on a eu quand même 85 belles inscriptions qui ont été très diversifiées, des étudiants, des professionnels, des professeurs, les apprenants en fait venaient vraiment de partout au Canada, bien sûr centrés majoritairement au Québec, mais aussi en Ontario. Et on avait quelques apprenants également en France et au Maroc, donc à l'international. On a dû jongler avec les horaires, justement le décalage horaire, mais ça s'est finalement bien fait puisque tout était en ligne. Et on a eu la grande joie d'avoir quand même 46% de femmes parmi nos apprenants, ce qui est un beau record dans ce domaine. Donc, comme vous le voyez, c'est un événement vraiment qui est fédérateur, avec un accompagnement qui est ultra diversifié et c'est très stimulant pour la communauté de l'IA. Aujourd'hui, en fait, c'est la première, tout simplement la première série de présentations finales de nos randonneurs et de nos randonneuses. On est mercredi 6 avril, il y en aura une seconde le 13 avril, et on a eu 46 inscriptions pour ces présentations finales. L'équipe d'animation, ma collègue Elisabeth, est ici, elle aura l'occasion de se présenter dans la Breakup Rooms, mais va être assurée par des membres d'Ivado, par des employés d'Ivado, et on va avoir des jurys en fait qui vont assister aux sessions. Donc, on a 3 jurys par session qui fait un total de 15 jurys en tout pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine. En termes des modalités des présentations, on a demandé à nos randonneurs, randonneuses de faire des présentations orales avec un support visuel, par exemple un PowerPoint. En termes de temps, donc pour les présentations individuelles, ça sera donc 7 minutes de présentation plus 2 minutes de questions. Et pour les groupes de 2, 10 minutes de présentation plus 3 minutes de questions. Ça sera fait devant un jury donc, et du public et bien sûr en ligne sur Zoom, là où on est actuellement. Je rappelle aussi qu'à la fin du randonnée, on va avoir des prix.
Non seulement il va y avoir une certification de participation du randonnée suite donc, à la présentation, mais aussi 4 prix qui vont être remis par l'Institut du Savoir Montfort. Le premier prix sera un prix du jury de 300 $. Le deuxième prix, prix du public, de 200 $. Le troisième prix, le prix de la meilleure progression, de 150 $. Et le quatrième prix, le prix du randonneur ayant le plus aidé la communauté, de 100 $. Et bien sûr, je vous rappelle, à la fin en fait de cette présentation, mais ça peut être aussi, vous avez jusqu'au 15 avril en fait pour remplir. On va vous mettre dans le chat un formulaire qui va permettre au public de voter pour la présentation qu'il aura le plus appréciée. Donc, vous verrez ça dans le chat. Sauvez ce lien-là, vous pourrez y revenir. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez assister à d'autres présentations. Et bien sûr, les présentations vont aussi être sur le YouTube d'Ivado, donc vous pourrez les revisionner si vous souhaitez prendre connaissance de plus de présentations pour voter. Je rappelle aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu toutes les présentations pour voter. Vous pouvez juste voter parmi les présentations que vous avez vues. Donc voilà, je voulais vous souhaiter donc de bonnes présentations. Comme je l'expliquais en début, je vais ouvrir des break-up rooms et vous allez devoir normalement manuellement pouvoir accéder à ces break-up rooms. Il suffit de cliquer en bas en fait dans peut-être diviser en salles, il y a peut-être 3 petits points là, il faut regarder et vous choisissez la salle Alpes ou la salle Rocheuse en fonction des présentations que vous voulez voir. Et même chose pour les randonneurs ou randonneuses, rejoignez votre bonne salle. Et on va avoir donc une animation d'Elisabeth pour la salle Alpes et pour moi, ce sera la salle Rocheuse. Voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation. Je vais ouvrir toutes les salles. Donc normalement, les salles sont ouvertes et vous devriez pouvoir rejoindre la salle de votre choix. Donc, bonjour à tous. Je me représente, mais je pense que je suis connue par beaucoup d'entre vous ici depuis 3 mois maintenant. Donc, je suis Oriane Morier, je suis chargée de projet en IA chez Ivado et j'ai eu le plaisir en fait d'organiser ou d'être une des organisatrices, on va dire, du randonnée. Donc, je vais vous mettre dans le chat tout de suite le lien vers le formulaire pour voter pour la présentation qui vous plaira le plus. Voici. Et puis, voilà. Donc, on va pouvoir commencer tout simplement avec la première présentation. La première présentation aujourd'hui sera faite par Alia Zainati sur Titanic, prédiction des survivants. Et je voulais aussi remercier, avant que tu commences, Alia, notre jury pour cette salle. Donc, Aude Motulski de l'Université de Montréal, Alexandre Bureau de l'Université Laval et Pascal Saintonge du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, merci beaucoup à notre jury d'être là. Et Alia, si tu veux, c'est à toi. Tu peux partager ta présentation. Oui, alors bonjour. Donc bonjour au jury et bonjour à tous les gens présents dans la salle. Merci beaucoup de votre temps. Je viens de partager mon écran, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui, on le voit. Tu peux même le mettre en mode présentateur En plein si tu écran, veux. oui. Absolument. J'attends juste. OK. Excellent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet que j'ai fait dans le cadre des randonnées qui s'appelle Titanic, prédiction des survivants. Alors, dans un premier temps, je vais juste dire un peu dans quel cadre j'avais fait ça. Je cherchais un jeu de données et il y avait un jeu de données des survivants du Titanic sur Kaggle. Et il proposait en fait comme objectif aux volontaires de prédire l'état de survie des participants, enfin des passagers du Titanic. Et donc, je me suis fixé ça comme objectif. Et donc, j'ai fait plusieurs choses en fait. Dans un premier temps, si on regarde le plan, j'ai pris en main mon jeu de données, donc j'ai essayé de comprendre un peu de quelles données il s'agissait, quelles informations on avait en fait sur les passagers du Titanic, pour pouvoir mieux prédire ensuite leur état de survie. Dans un second temps, j'ai essayé de traiter les données pour les rendre analysables par un modèle et pour pouvoir prédire par ordinateur en fait l'état de survie des passagers. Et enfin, donc j'ai utilisé un modèle de prédiction, regardé un peu ses performances
Et j'ai conclu en fait sur ses performances et sur les perspectives à venir par rapport à l'amélioration du modèle. Et en fait, ma problématique, c'était est-ce que je suis capable, ou est-ce qu'on peut être capable, à partir du jeu de données qui est fourni par Kaggle, de prédire de façon fiable l'état de survie d'un passager du Titanic. Donc déjà, prendre en main le jeu de données. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de savoir déjà quelle était ma colonne objectif. Et donc là, on voit que le jeu de données fourni par Kaggle se présente sous la forme d'une data frame. Et alors, il y a plein de colonnes, mais la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne Survived. Donc, j'ai pris cette colonne et je l'ai identifiée comme étant la colonne objectif. Donc, ensuite, on regarde un peu les données, et des données d'entraînement, les données tests. Et on se rend compte qu'il y a quand même des données qui ne sont pas numériques et aussi des données manquantes. Et je me suis posé la question de savoir quelle colonne je devais conserver, quelles données étaient importantes en fait à conserver. Ce qui nous amène au traitement des données. Donc en fait, ici, j'ai essayé de traiter les données pour pouvoir les rendre analysables par un modèle informatique. Donc si, je reviens à la présentation des colonnes, il y avait une colonne qui s'appelait Cabin, et la colonne Cabin, il se trouve que, si on revient ici, on voit qu'il y a beaucoup de données manquantes. Et en plus, c'est pas du tout des données numériques, c'est des données littérales, en fait, c'est des noms de cabines. Donc, je suis partie du principe que cette colonne n'allait pas me servir dans la prédiction. Donc, j'ai supprimé cette colonne. Et donc, ensuite, à partir de ça, j'ai pris les données d'entraînement et j'ai séparé ces données d'entraînement en 2 sets de données. Un set de données d'entraînement que j'allais utiliser pour entraîner mon modèle et un set de données test dont je connaîtrais le résultat et que j'allais utiliser pour, en fait, vérifier les performances de mon modèle. Et donc, la deuxième chose que j'ai faite, évidemment, c'était d'isoler la colonne Survived, qui est la colonne objectif. Et enfin, la dernière chose que j'ai faite, c'est qu'il y avait une autre colonne, autre que Cabin, où il manquait des données. C'était la colonne âge, et il manquait des données dans les données d'entraînement et dans les données tests. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imputé les données manquantes de la colonne âge en utilisant la moyenne de la colonne à chaque fois. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que pour les gens dont on ne connaissait pas l'âge, on allait estimer que leur âge était dans la moyenne. Et j'ai supposé que ça nous permettrait de prédire mieux, en fait, l'état de survie des passagers ensuite. Donc, si on regarde le traitement des données, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remplacé la colonne âge par la colonne, en fait, qui s'appelle age field. Et j'ai rajouté une colonne qui me disait si l'âge était manquant ou pas, avant que je ne complète les cases manquantes. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a pas mal de données sur les différentes colonnes. Donc, le fare, c'est le prix payé par les passagers pour embarquer. Le CIB-SP, c'est le nombre de membres de la famille qui étaient sur le Titanic. P-class, c'est la classe du billet en fait, qui a été pris. Et le passenger ID, c'est juste le nom du passager, mais sous forme numérique. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de prédire en fait l'état de survie des passagers et j'ai testé les performances. Alors, le modèle que j'ai choisi, c'était le premier en fait, c'était Random Tree Regressor. Et donc, ce que j'ai fait dans un premier temps pour me faciliter la tâche, c'est que j'ai supprimé toutes les données non numériques. Et ensuite, j'ai testé mon modèle sur les données test que j'avais gardées. Et là, j'ai utilisé la mean absolute error et je me suis rendu compte qu'elle était quand même très élevée. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, probablement que les données que j'ai supprimées étaient essentielles. Et par exemple, on se rend compte que si on regarde le pourcentage de femmes qui ont survécu, donc en identifiant leur sexe, il y en a quand même 75%. Donc, supprimer la donnée du sexe, ça influence beaucoup les données et les prédictions, évidemment. Donc, ensuite, je me suis dit, bon, je vais garder toutes les colonnes à ce moment-là et les convertir en données numériques. Et à ce moment-là, j'ai réutilisé le même modèle et on se rend compte que l'erreur sur les données test est largement inférieure.
Donc, en fait, la même conclusion que précédemment, on a confirmé que certaines données non numériques étaient absolument essentielles et on a largement amélioré la fiabilité du modèle. Donc ensuite, en conclusion, ce que je me suis dit, c'est que une fois qu'on avait gardé les données non numériques, le modèle que j'avais utilisé, même si c'était le premier modèle, même si j'ai absolument pas optimisé le modèle en termes de technologie et de modèles mathématiques, c'est un modèle aux performances très acceptables puisqu'on a plus de 80% de fiabilité. Et j'ai également conclu qu'au vu des performances du modèle sur les données numériques et non numériques, c'était absolument nécessaire d'incorporer les données non numériques dans le modèle. Et enfin, les perspectives. Il faudrait peut-être que je traite les données encore plus, que j'identifie les colonnes les plus sensibles, que j'optimise le modèle de machine learning utilisé, peut-être en utilisant une descente de gradient, par exemple. Et enfin, je voudrais créer probablement un compte Git pour présenter mes résultats et mon code. Merci beaucoup. Merci Alia. Est-ce qu'il y a des questions pour Alia? Vous pouvez lever la main. N'hésitez pas à lever la main. Oui, Élie? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alia pour la présentation. Deux préoccupations. Oui. La première, c'est au niveau du dataset. Il arrive par moment, on a un dataset avec des données manquantes. Comment Oui. avez-vous géré ces genres de cas? Ça, Alors, ouais. oui, je peux répondre à la première préoccupation. Donc déjà, ce que j'avais... Alors, si on regarde ici, donc ça, c'est le jeu de données en fait sans aucune modification. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux colonnes où il y a des données manquantes. Pardon, trois. Donc, il y a la colonne âge, la colonne cabine et la colonne embarked. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que la colonne cabine, il y avait beaucoup trop de données manquantes et je ne pouvais pas en faire grand-chose, donc je l'ai supprimée. Pour la colonne embarked, il manque que 2 données, donc je les ai juste en fait, j'ai rempli les données manquantes avec le reste des données de la colonne et la technique que j'ai utilisée, c'est la technique de la moyenne. Donc, en fait, j'ai pris la moyenne de toutes les données et j'ai rempli dans ces cases-là là où les données étaient manquantes. Et j'ai fait la même chose pour l'âge. Et pour m'assurer que je n'avais pas supprimé l'information, j'ai rajouté une colonne où je disais, pour l'âge, l'âge était manquant ou l'âge n'était pas manquant. Et donc, c'était une colonne binaire de booléen 0 ou 1, enfin true or false, et qui me disait, l'âge, il était déjà là, ou alors j'ai rajouté l'âge et il était manquant. Moi, je suis aussi préoccupée par le temps. Je voudrais laisser à Pascal la possibilité de poser sa question si c'est possible. Et puis après, peut-être voir la prochaine présentation. Pascal? Alors, bravo pour la présentation. Merci beaucoup. Ma question, ça serait relié là, à tes analyses où est-ce que tu as présenté là, que le sexe avait une importance là, au niveau de la prédiction. Puis ensuite, Oui. considérant le taux d'erreur que tu as en ajoutant là, le sexe en facteur numérique, Oui. est-ce qu'au cours de tes analyses, tu as identifié un autre attribut dans ton ensemble de données qui pourrait expliquer là, l'augmentation du potentiel de ton approche versus là, juste utiliser le sexe comme prédicteur? Oui, alors c'est quelque chose que j'aurais voulu faire et notamment j'aurais bien voulu faire une PCA pour savoir quelles données étaient corrélées et quelles données minimales en fait de quelles données minimales on avait besoin pour trouver en fait pour prédire de façon la plus efficace possible l'état de survie, mais j'ai pas eu le temps que je voulais pour travailler sur ce dataset et donc ça me reste un peu ça reste à faire. Excellent. Merci beaucoup encore. Bravo pour la présentation. Bravo Alia pour cette présentation. Merci beaucoup.
Très bien, ben, tu peux départager. Parfait. Merci beaucoup. Donc maintenant, j'aimerais inviter Yasmine Galem pour son projet, donc projet exploratoire, classification des objets 3D. Yasmine, c'est à toi si tu veux partager. Oui, merci. Je vais juste partager mon écran. Share. Est-ce que c'est correct? On voit bien. Peut-être que tu peux mettre tiens, Voilà. voilà. Excellent. C'est mon ordi qui prend un peu de temps après une longue journée de travail. Il commence à cracher un peu. Parfait, c'est OK. à toi. OK. Donc, allô tout le monde. Ben, merci d'être ici. Je me présente. Donc, mon nom est Yasmine Galem. Je suis étudiante au doctorat en bioanthropologie. En bref, c'est quoi la bioanthropologie? Ben, c'est que j'étudie le squelette humain. Puis, ben, je m'intéresse particulièrement à la bioarchéologie puis à l'anthropologie médico-légale. En bioarchéologie, ben, on essaie d'extraire des informations dans un contexte archéologique, donc pour comprendre des populations passées ou des groupes passés, par exemple leur habitude de vie, leur habitude alimentaire et les pathologies. Puis, dans un contexte médico-légal, ben, on essaie d'établir un profil biologique, donc en essayant d'estimer le sexe, l'origine géographique, l'origine, ben, l'âge et potentiellement la cause de décès pour identifier correctement un individu dans un contexte criminel. Mes recherches se focalisent principalement sur la variation biologique du crâne pour comprendre l'impact de l'environnement sur la morphologie, mais aussi pour extraire de l'information concernant le profil biologique. Donc, pour mes recherches, je travaille beaucoup avec des points de cloud, donc des modèles 3D, donc c'est-à-dire c'est que mes données consistent en des nuages de points. La méthode que j'utilise habituellement, c'est de collecter des points de repère, des points anatomiques sur donc une trentaine pour analyser la morphologie, entre autres en explorant ben, les patterns de variation avec une PCA. Donc, cette méthode fonctionne très bien, mais à la fin de ma maîtrise, ben, j'ai réalisé, ben, au lieu de prendre juste une trentaine de points, qu'est-ce qu'on peut faire si on prend l'entièreté des points? Ben, une grande quantité, là, on va dire, de données. Donc, mon objectif, au fond, pour mon doctorat, c'est, ben, au fond, d'utiliser, ben, d'effectuer une classification des points de cloud d'une région anatomique, en particulier ben, le crâne, à l'aide de l'apprentissage profond pour justement ben, développer un outil d'estimation de sexe, d'origine, etc. Ben, avant de continuer dans la présentation, ben, je tiens à souligner que habituellement, je travaille beaucoup avec R. Donc, puis avant le début de cette année, j'avais juste, on va dire, une connaissance de base avec Python. Donc, pour moi, mon objectif avec le Data Truck, c'était vraiment d'effectuer une analyse exploratoire qui me permet de m'initier à l'apprentissage profond sur Python pour éventuellement ben, l'appliquer sur mes données de doc. Ben, que mes données sont clairement très sensibles et qu'il faut un permis éthique pour travailler là-dessus, puis que je ne suis pas rendue à cette étape-là encore de mon cheminement, ben, j'ai décidé de s'étudier avec des objets 3D de la vie quotidienne qu'on retrouve un peu partout sur Internet. Puis, ben, en fouillant, j'ai trouvé un article fondateur en perception 3D qui présente, ben, en tout cas à l'époque, là, c'était un nouveau type de réseau neurones.net ben, qui effectue la classification des nuages de points. Donc, j'ai décidé pour le Data Track de reproduire cette étude. Le jeu, ben, au fond, c'est un peu ça ce qui se passe. Le jeu de données, ben, il est disponible sur Kaggle et ben, il est composé, ben, en fait, il y a 2 jeux de données. Là, j'ai pris celui là où il y a le moins de modèles, là, je dirais, pour commencer, avec 4899 modèles organisés en 10 catégories. Ben, pour commencer, ben, d'abord, j'ai essayé plusieurs environnements, puis ben, j'ai trouvé que Google Colab a été le plus, en tout cas, user-friendly là, pour moi, puis en tout cas pour une personne débutante, là, je le recommande. Ben, comme j'ai utilisé au fond les mêmes données que les auteurs, j'ai pas eu vraiment à faire beaucoup de nettoyage. Par contre, ben, j'ai commencé par une analyse exploratoire, par exemple, ben, pour comprendre la structure des données, puis pour comprendre le format des données ben, des fichiers.
Pour les outils statistiques puis algorithmes, ben, mon but, comme je disais, ben, c'était vraiment de tester un réseau de neurones. Fait que j'ai utilisé PointNet, qui est un réseau de neurones pour la reconnaissance des points de classe, donc des nuages de points. Puis ce réseau de classification, ben, il utilise un perceptron multicouche. Pour les résultats, donc oui, comme je disais, ben, je n'avais pas vraiment de nettoyage majeur à faire, mais ben, avant l'entraînement, il fallait quand même résoudre quelques problèmes. Ben, d'abord, il fallait échantillonner ben, uniformément des points sur l'entièreté des modèles. Donc, ben, ce qu'il fallait en fait avoir, c'est le même nombre de points sur l'entièreté des modèles disponibles. Puis ensuite, ben, il a fallu normaliser les points en effectuant ben, une translation, une mise à l'échelle, puis une rotation des modèles. Puis, ben, une fois les données transformées, ben, on peut préparer le modèle. Dans mon cas, ben, j'ai repris, comme je disais, j'ai reproduit l'étude, fait que j'ai repris le modèle des auteurs. Puis, à ce moment-là, ben, il y a 3991 objets qui ont été sélectionnés pour l'entraînement et 908 pour le test. Donc, pour l'entraînement du modèle avec 15 époques, ben, ça a duré environ 7h30. Oups, j'ai passé trop vite. 7h30 sur Google Colab. Puis, ben, j'ai appris durement de ne pas laisser ma page sans activité pour une longue période. Fait que j'ai dû trouver des astuces pour garder la page active. Fait qu'après 7h30 d'entraînement, puis un test de 15 batchs, la précision était de 84%. Puis générer une matrice de confusion pour justement essayer de voir si les objets ont été correctement classifiés ou pas. Il y a quand même quelques résultats intéressants à discuter. Ben, je trouve surtout ici au niveau de table puis desk et au niveau du nightstand puis le dresser, ben, on suppose que la géométrie n'a pas été très distinctive à ce moment-là, puis on comprend que c'est possiblement pour cette raison qu'il y a une confusion, ben, une misclassification. Perspective à apprentissage. Ben, pour les perspectives, ben, avec Frédéric, mon mentor, ben, on a eu l'idée justement de jouer un peu avec le nombre de points échantillonnés pour évaluer au fond si le modèle performe mieux ou pas avec un nombre de points supérieur ou inférieur à ce qui a été testé. Donc, c'est une chose que je vais éventuellement tester. Et ensuite, ben, mon objectif de départ, j'avoue que c'est au fond de tester plusieurs modèles de classification, mais en toute évidence, ben, c'était trop ambitieux et ben, j'ai décidé finalement de me limiter au PointNet. Donc, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je dirais plus un projet d'été, ça serait de tester d'autres modèles qui me semblent en fait pertinents pour ma recherche. Pour ce qui est des apprentissages, ben, je dirais que la liste est vraiment longue, mais les deux majeurs, c'est ben, d'abord, comme j'ai mentionné, je travaille beaucoup avec R durant toute ma maîtrise, puis actuellement pour mes recherches de doc, mais moi avec Python. Fait que pour moi, c'était vraiment une manière d'apprendre un nouveau langage à travers un projet, parce que j'ai vraiment la difficulté à suivre un cours théorique, puis je préfère rentrer directement dans la pratique. Puis ça a été possible avec ce projet-là. Puis, ben, avec ce programme de 100 jours, ça m'a permis justement de m'initier au deep learning puis à l'application d'IA pour résoudre un problème dans une autre discipline. Et ben, au final, ben, je remercie ben, Frédéric pour le suivi puis ses conseils. Je remercie, ben, j'ai vraiment apprécié cette expérience. Ben, merci à Oriane pour toute l'organisation du Data Track, puis les courriels, puis les rappels. Merci aux intervenants. Ben, les présentations étaient juste excellentes, puis je sors ben, de ce programme avec une grande quantité d'informations. Et ben, merci à Ivado, puis les co-organisateurs qui ont rendu ce programme possible. Merci. Merci Yasmine. Est-ce qu'il y a des questions pour Yasmine? Alors, une ou deux questions. Vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement d'ailleurs. Oui, je peux y aller. Vas-y, Pascal. Ben, bravo encore pour la présentation. Puis j'aurais, je pense, beaucoup de questions sur la bioanthropologie. C'est la première fois que j'entends le terme. J'aurais une question, en fait, parce que tu as mentionné là, la partie nettoyage de données, mais j'aimerais juste que tu élabores, puis c'est peut-être ma compréhension là, du sujet, mais juste que tu élabores quel type de nettoyage tu aurais pu faire, puis quel type de nettoyage que tu as fait, en fait. Là, comme,
Ouais, ben, en fait, c'est que c'est ça, vu que c'est des données qui ont été utilisées pour cette étude particulièrement, c'est que les fichiers étaient déjà au fond organisés en data, ben, test, puis ben, training et c'est ça, test. Puis au fond, tout était clairement classifié, tout était bien label, il y avait des labels partout. Le nombre d'objets, on va dire, était assez équilibré. J'ai pas eu, ben, contrairement, c'est ça, à des données un peu classiques où on a, par exemple, l'âge des individus, là, ou qui sera euh, mes données, en fait, pour de vrai, là, c'est sûr que j'aurai à me questionner sur toutes ces questions, ben, tout ce qui est l'âge, le sexe. Ben, c'est quelque chose que je n'ai pas eu, justement, à me préoccuper avec parce que c'est ça, les objets étaient déjà bien équilibrés. La seule chose que, comme je disais, ce que j'avais à faire, c'était au fond ici, d'échantillonner le nombre de points, puis de normaliser les objets au fond, parce qu'on sait, d'abord échantillonner, c'est parce que à la base, lorsque on produit un modèle 3D, dépendamment des paramètres, on peut avoir un nombre différent de points, donc qui forment au final ce modèle 3D. Fait qu'on essaye d'avoir le même nombre de points pour justement effectuer l'analyse. Puis ensuite, pour la normalisation, c'est l'étape, je dirais, la plus cruciale parce les objets sont de différentes tailles ou bien ils sont dans des orientations différentes. Fait que le but de cette étape-là, justement, c'est de standardiser les données pour ensuite passer à l'entraînement. Merci. Excellent, merci beaucoup. Merci Yasmine pour cette belle présentation. Plaisir. Merci encore. Donc maintenant, j'aimerais inviter Léa Kaufmann pour sa présentation, donc classification de signal pour le séquençage d'ARN. Pardon. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Donc bonjour, je m'appelle Léa Kaufmann et je suis étudiante en première année au doctorat en bioinformatique et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler de mon projet DataTrek que j'ai effectué avec le soutien de mon mentor Étienne Gaël Tajena et qui s'intitule « Classification de signal pour le séquençage d'ARN ». J'ai un parcours un petit peu original puisque initialement, je suis ingénieure agronome avec une courte spécialisation sur la fin de mes études en informatique. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie en tant qu'ingénieure en modélisation. J'ai travaillé sur la modélisation de systèmes sol-plante-atmosphère. Ça m'a permis de développer mes compétences en développement logiciel et en analyse de données. Et puis, armée de ce bagage, j'ai décidé en fait de poursuivre dans le domaine de la santé. Et donc, j'ai commencé mon doctorat au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Je travaille sur l'ARN et plus spécifiquement sur l'ARN sous forme de signal électrique. Et comme c'est quelque chose de nouveau pour moi, en fait, le traitement de signal, et je suis également débutante pour tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning. C'est pour ça que j'ai souhaité participer à l'aventure des 100 jours de randonnée et bénéficier de l'expertise de mon mentor et des différents formateurs pour ma tâche donc, de classification de signaux. Alors, je vais vous parler donc de l'ARN. L'ARN, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule biologique qu'on peut voir un petit peu sous la forme d'un collier qui serait constitué de 4 types de perles qui sont représentées ici par des lettres. Et chacune de ces perles, on appelle ça un nucléotide. Il n'y a pas un seul type d'ARN dans la cellule, il y en a plusieurs qui sont le produit en fait de l'expression des gènes, donc de l'ADN. Et il peut arriver que certains nucléotides soient modifiés chimiquement. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment ces dernières années avec l'avancée des technologies, que de nombreuses modifications chimiques des nucléotides étaient liées à des pathologies graves, telles que des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques. Et en fait, mon projet de doctorat, c'est de quantifier ces différents ARN et d'essayer d'aller détecter les modifications pour développer un outil de diagnostic fiable et rapide dans le cadre de médecine de précision. Donc, un outil qui pourrait aider à faire des diagnostics, mais également des pronostics et de proposer des traitements ciblés.
Le problème avec les méthodes de séquençage classiques, c'est que elles vont renvoyer en fait la lettre, le nucléotide, mais on ne va pas être capable d'observer si ce nucléotide est modifié chimiquement ou pas. Et la solution, c'est le séquençage par nanopore. C'est une technologie révolutionnaire qui est apparue en 2017 et qui va permettre d'aller observer l'ARN sous forme de signal électrique. Donc, on va voir les modifications, on va les retrouver directement dans le signal. Et le but que je m'étais fixé pour ce projet DataTrek, c'était de classifier les signaux en fonction du type d'ARN auquel ils appartiennent. Alors, donc, j'avais mon propre jeu de données quand j'ai débuté le DataTrek. C'est des molécules d'ARN synthétiques, donc c'est pas de l'ARN qui provient de patients. Et ça me permet en fait de connaître directement les classes auxquelles appartiennent ces ARN. Ils ont été séquencés par nanopore, donc j'ai un jeu de données de 61 160 signaux qui appartiennent à 105 types d'ARN différents. Et donc, j'ai représenté sur la figure la fréquence des classes. Donc, les types d'ARN s'appellent des isoformes. Hein, vous n'avez pas besoin de retenir ce nom, mais c'est les différentes classes. Et en fait, on voit que mon jeu de données est très hétérogène en termes de fréquence, ce qui va complexifier la tâche de classification. Et donc, la première étape, ça a été d'explorer le jeu de données, de visualiser ces données et d'estimer un petit peu la variabilité intra- et interclasse. Et donc, j'ai ma base de données de signaux et on voit que les signaux qui appartiennent à la même classe peuvent être décalés dans le temps. Donc, il a fallu choisir une métrique qui n'est pas la distance euclidienne, mais un autre type de métrique qui va nous permettre en fait de reconnaître les formes des signaux et de les associer, alors qu'avec une distance euclidienne, on n'aurait pas fait le match entre les formes des signaux décalés dans le temps. Donc, j'ai utilisé deux types de métriques, le Dynamic Time Warping et la Wasserstein Distance. Je ne vais pas les détailler ici, mais si ça vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil. Et puis, j'ai fait des tests avec différentes tailles de signal. Ensuite, j'ai développé un algorithme de classification itératif. J'ai choisi une séquence représentante de chaque classe et j'ai même développé, bon, ça c'est pas dans le cadre du DataTrek, mais j'ai fait ça à côté, une interface Python pour interagir avec les séquenceurs et tout le traitement de données que j'ai fait en C. Et puis enfin, j'ai fait tourner ma classification et j'ai analysé les résultats en termes, avec une matrice de confusion classique. Et puis j'ai aussi regardé le temps d'exécution. Alors ça, c'était les résultats que j'ai obtenus en visualisant les données. On voit que ça ne donne pas grand-chose, que ce soit avec une ACP ou un t-SNE. On n'est pas capable de visualiser les différentes classes. Et donc, j'ai réalisé des tests pour déterminer le seuil optimal pour pouvoir classifier mes données. J'ai trouvé qu'avec le Dynamic Time Warping, c'était 1700. Et j'ai réussi à faire une classification dont je suis assez satisfaite. Alors là, j'ai juste représenté les résultats pour les trois classes les plus représentées. Et donc, j'obtiens des résultats supérieurs à 70%, que ce soit pour le précision, rappel ou le F1 score. Les perspectives, donc, il va falloir que je consolide mon travail de classification, ensuite que je l'applique sur de nouveaux jeux de données. Et puis, je vais développer ensuite un modèle d'apprentissage profond pour détecter les modifications au sein de chaque classe. Ce que j'ai appris pendant ce DataTrek, alors déjà, ça m'a permis de consolider toutes mes connaissances en termes de visualisation de données, d'analyse de séries temporelles, de machine learning. J'ai aussi appris des choses en termes d'outils et de bonnes pratiques, notamment les principes FAIR que je ne connaissais pas. Et puis, surtout, ça m'a permis de développer mes qualités de communication et d'expliquer mon projet à un public non familier avec le domaine durant nos sessions avec mon mentor et mes co-tutorés. Donc, je voudrais remercier mon mentor, Étienne, et puis Catherine Aboul-Duc, mes co-tutorés. Un grand merci également à tous les organisateurs et formateurs de la randonnée, avec une mention spéciale à Oriane, aux partenaires et aux membres du Smith Lab, mon laboratoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Léa? Je vous invite soit à lever la main, soit à démuter votre micro pour poser directement la question. Oui, Alexandre. Oui, mais est-ce que tu peux nous fournir plus de détails sur la méthode itérative que tu as utilisée? Donc,
Je ne reconnaissais pas exactement une méthode d'apprentissage connue. Alors, en fait, ce que j'ai fait, donc c'est moi-même qui ai développé l'algorithme, hein, mais le principe est assez simple. J'ai donc pris le premier signal, je lui ai attribué une classe, donc un label, en fait, un numéro. Et puis, le deuxième signal, j'ai comparé. Si la distance entre les deux signaux est inférieure au seuil, alors je considère qu'ils appartiennent à la même classe. Si c'est supérieur, les signaux sont considérés comme appartenant à deux classes différentes. Et puis, une fois que dans ma classe, j'avais obtenu 10 signaux, j'ai fait une moyenne pour obtenir une séquence consensus. Et ensuite, les nouveaux signaux, je les ai comparés uniquement avec cette séquence consensus pour réduire en fait le temps d'exécution. OK. Donc, il n'y a pas d'approche, disons, classique, plus de classification qui aurait pu s'appliquer, là. C'est vraiment une approche un peu ad hoc. Non, parce que j'ai essayé en fait et j'obtenais pas. Donc au début, je suis partie avec des modèles existants et j'obtenais pas des résultats satisfaisants. Aussi, c'était très très long là, les algorithmes que j'essayais de faire tourner j'avais essayé avec des librairies Python et avec le Dynamic Time Warping, c'était vraiment très très long. Ça tournait pendant plusieurs jours. Donc, j'ai décidé de développer mon propre algorithme en C. Yeah. Merci beaucoup, Léa. Étienne, est-ce que tu veux poser une question? Oui, vu que c'est une forme d'approche un peu évolutive, donc tu fais des mises à jour au fur et à mesure que tu évolues dans ton apprentissage. Et tu as parlé de séries consensuelles. Est-ce que au fur et à mesure que tu évolues, les séries que tu as dans les classes changent, ou alors tu gardes les séries initiales que tu avais prises comme représentant tout au long de l'apprentissage? Donc comme je vous l'ai dit dans les perspectives, il va falloir que je consolide tout ce travail. Il y a beaucoup de tests à faire. Là, j'ai mis en place un petit peu le pipeline technique et il va falloir que je fasse des tests justement pour voir quelle est la meilleure façon de déterminer cette séquence consensus. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Merci. Merci. Donc maintenant, sans plus tarder, j'aimerais inviter Camille Rondeau-Saint-Jean à présenter sa présentation sur l'accent du pays, étudier les microdialectes chez les bruyants avec l'apprentissage profond. À toi. On ne t'entend pas par contre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend maintenant. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran avec un joli oiseau. Oui, parfait. Donc, on va y aller. Donc, bonjour, je m'appelle Camille Rondeau-Saint-Jean. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le projet que j'ai commencé ce semestre avec ma tutrice Catherine Bouchard. Dans la phrase que je viens de prononcer, en plus de ce que je vous ai volontairement communiqué, vous avez aussi inconsciemment pris connaissance de différentes informations sur moi. Par exemple, simplement vu la façon dont je prononce les mots, que je suis originaire du Québec, plus particulièrement de la région de Montréal. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que les animaux aussi ont un accent? Plusieurs équipes se sont déjà penchées sur la question d'entraîner des réseaux neuraux à la reconnaissance des espèces et les résultats sont excellents. Par exemple, BirdNet, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, est vraiment très impressionnant. On pourrait dire que ça revient à détecter la langue des oiseaux, comme si l'algorithme pouvait détecter que quelqu'un parle arabe, grec ou français. Mais imaginez qu'on puisse passer à l'étape suivante. Et si un réseau neural nous disait si un locuteur francophone vient de Québec ou de Montréal? Comme pour toute question d'apprentissage automatique, la clé du problème repose dans les données d'entraînement. Et des données, c'est justement ce que j'ai trouvé en découvrant les enregistrements de bruant des prix faits par l'équipe Menil de l'Université de Windsor. Depuis 2014, ces chercheurs se rendent chaque printemps sur l'île Kent au Nouveau-Brunswick. Ils capturent tous les mâles et leur mettent des petites bagues de couleurs qui leur permettent de les détecter à distance. Puis ils font des heures et des heures et des heures d'enregistrement en surveillant visuellement qui chante, ce qui est un travail de moine. Ça se poursuit pendant des mois après la saison de terrain pour vérifier et compléter l'étiquetage, mais ça a mené à des découvertes très intéressantes.
Au fil des années, ils ont découvert que chaque mâle chante toute sa vie un seul chant qui est un peu différent de celui de tous ses congénères, ce qui fait qu'on peut théoriquement distinguer les individus seulement d'après leur chant. Mais surtout, ils ont trouvé qu'il y a 6 types de chants qui partagent quelques syllabes identiques, comme si les oiseaux partageaient un accent local avec leurs voisins. En voyant ce jeu de données aussi détaillé, je me suis dit que ce serait fantastique de pouvoir entraîner un réseau neural à reconnaître les 6 dialectes ou même les individus comme on sait qu'ils sont tous différents. Si les chercheurs disposaient d'un outil de ce genre, ils gagneraient énormément de temps de traitement des enregistrements et ils auraient accès à une quantité phénoménale de données pour faire des études comportementales ou pour faire un suivi géographique des individus à haute résolution et de façon très peu intrusive. Pour ça, ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'il existe une façon de représenter le son comme une image, ce qui s'appelle un sonogramme. Au fond, c'est comme un graphique en 3 dimensions. L'axe X correspond au temps, l'axe Y, c'est la fréquence, donc les sons plus aigus sont en haut, et les nuances de gris représentent le volume du son. C'est très utile quand on veut faire une tâche très précise avec des sons. Par exemple, distinguer des dialectes qui sont très difficiles à distinguer à l'oreille. Par exemple, je ne sais pas si vous entendez. Donc, et la différence avec ça. C'est vraiment pas évident. Mais une fois qu'on peut regarder les sonogrammes, une fois qu'on sait où chercher et quoi comparer sur le sonogramme, c'est relativement facile. Tout ça, ça veut dire qu'on peut simplement utiliser des réseaux neuraux conçus pour la reconnaissance d'images pour distinguer des sons. Transformer les sons en sonogrammes, ça se fait en quelques clics, mais encore faut-il avoir isolé ces sons-là à partir d'enregistrements qui peuvent faire plusieurs heures. L'équipe du professeur Ménil m'a donné leurs super longs enregistrements et des fichiers texte de plusieurs centaines de lignes qui indiquent à quel oiseau appartient chaque chant à un temps précis sur l'enregistrement. Je me suis demandé, mais comment je vais faire un jeu de données d'entraînement avec ça? D'abord, j'ai dû faire un nettoyage visuel des fichiers CSV, enlever les notes qui n'étaient pas pertinentes et les erreurs évidentes. Je dois dire que j'étais partie de rien, je n'avais jamais codé en Python. J'ai dû apprendre à traiter les fichiers sonores, apprendre le temps en secondes qui était indiqué dans le fichier pour venir découper automatiquement les clips dans l'enregistrement et transférer l'information sur l'étiquetage. On voit aussi quelques-uns des clips dans leur concept, dans leur contexte sur un enregistrement. On voit qu'il y a beaucoup de bruit de fond, du vent, d'autres oiseaux et des chants qui se chevauchent, mais en fait, c'est exactement ça qu'on veut. Comme le matériel avec lequel les chercheurs vont travailler, ultimement, il va être brut, il faut que le modèle soit exposé à toutes sortes de bruits parasites pour qu'il apprenne à les ignorer et qu'il se concentre sur mon son d'intérêt, qui est le chant d'oiseau. Je me suis retrouvée avec environ 8000 clips à noter. On a une répartition assez intéressante des dialectes, entre 600 et 2400 exemples par catégorie. Et pour les individus, à part un superstar qui est très bien représenté, on se trouve à avoir beaucoup de classes avec très peu de clips, ce qui peut être problématique. Une solution pour ça, pour équilibrer les classes qui sont moins représentées, j'aurais pu vouloir faire de l'augmentation de données, par exemple, en superposant à certains chants une piste de bruit de vent et d'autres chants d'oiseaux. Comme ça, on aurait artificiellement plus de clips pour les classes où c'était manquant. Mais en préparant mes données d'entraînement, j'ai aussi pensé qu'il faudrait que je réfléchisse à la façon dont j'allais procéder dans le futur pour extraire les chants que les chercheurs vont vouloir classifier. On va vouloir traiter des enregistrements continus, donc où les chants n'ont pas encore été détectés et délimités par un humain, parce que le but est ultimement que ce soit moins de travail pour les chercheurs. Donc, j'ai testé l'idée d'utiliser un algorithme qui existe déjà pour la classification de chants d'oiseaux au niveau de l'espèce et lui faire analyser les enregistrements en glissant une fenêtre de 3 secondes à tous les dixièmes de seconde. Là, je voudrais évaluer son score de confiance comme quoi il entend un bruant des prés à ce moment-là. On s'attend à ce que son score de confiance fasse un pic en passant sur un champ de bruant des prés, jusqu'au moment où il est le mieux cadré. Là, on clippe la fenêtre qui correspond au sommet du pic, comme on l'a fait avec les annotations des chercheurs. Malheureusement, dans la pratique, les pics ne sont pas aussi bien définis qu'on pourrait le souhaiter, mais ça reste une avenue intéressante à explorer qui exploite des algorithmes qui existent déjà puis qui permettrait de gagner énormément de temps sur l'annotation manuelle quand on voudra isoler des clips à l'avenir. C'est là que j'aurais voulu commencer à entraîner des réseaux neuraux, mais malheureusement, j'ai été malade et j'ai dû passer le mois de mars loin de mon ordi. Donc, vu le temps qui a été nécessaire à apprendre à traiter les données, je n'ai pas les résultats que j'aurais aimé pouvoir vous présenter aujourd'hui, mais voici comment j'aurais planifié mon projet. J'aimerais entraîner un premier modèle pour qu'il reconnaisse les dialectes, donc avec 6 classes correspondant chacune à un dialecte qui est partagé par les oiseaux qui sont voisins sur l'île. Puis un autre modèle qui pourrait reconnaître des individus, qui aurait donc, vu mon jeu de données, à peu près 30 classes qui correspondraient chacune à un seul oiseau pour son chant unique. Donc, chaque chant bruant des prés serait passé par les 2 modèles, le but étant d'obtenir au mieux l'identité exacte de celui qui a chanté,
et au minimum le dialecte auquel le chant appartient. Parce que dans le cas où l'individu qui a chanté n'était pas présent dans les données d'entraînement, par exemple, c'est quand même très utile de savoir à quel groupe il appartient. J'ai trouvé autre chose qui serait vraiment très intéressant à tester une fois les modèles entraînés. Les cartes d'activation de classe, c'est une façon de montrer quelle partie d'une image, donc ici du son, le modèle considère qui est la plus importante pour faire sa classification. Ici, ça, c'est un exemple de carte qui a été faite sur une autre espèce de bruant. Et on voit que le modèle se fie beaucoup au buzz dans le milieu pour déterminer quelle est l'espèce. Dans le cas des bruants des prés, c'est une technique qui permettrait de tester une idée avancée par les chercheurs, comme quoi certaines parties du chant encodent des informations sur l'espèce, d'autres sur le dialecte et d'autres sur l'identité individuelle. Est-ce que les modèles que j'ai encore espoir d'entraîner un jour vont se fier sur les éléments que les spécialistes ont décrits ou sur d'autres détails qui nous ont échappé jusqu'ici? C'est une hypothèse qui est très intéressante à tester et je suis très curieuse de savoir. Donc, finalement, j'ai vraiment beaucoup appris au cours de ma randonnée. D'abord, ça a été mon baptême du feu avec Python. J'ai constaté à la fois que la programmation, c'est super frustrant et super gratifiant. Je me suis rendu compte que nettoyer des données et préparer les données d'entraînement, c'est long en petit pépite, si vous me passez l'expression, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus important pour faire un bon modèle. Puis j'ai pu constater que l'apprentissage automatique, c'est un outil fantastique pour étudier la communication chez les animaux, non seulement pour accélérer le travail des chercheurs pour des tâches répétitives, mais aussi peut-être pour faire de nouvelles découvertes sur des choses qui nous auraient échappé. En terminant, j'aimerais remercier ma tutrice Catherine Bouchard, l'équipe des randonnées, l'équipe de Dan Ménil qui a fourni les enregistrements et Timothée Poiseau pour ses sages conseils. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Camille? N'hésitez pas à lever la main ou ouvrir directement votre micro pour la poser. Non, il n'y a pas de questions. Tout était bien clair alors. Merci Camille. Merci encore et puis bravo. Donc maintenant, j'aimerais inviter Constanza Barrios pour donc, sa présentation « Est-ce un bon film ?» Constanza, si tu veux partager ton écran. Excellent. On le voit, tu peux peut-être le mettre en mode présentateur. Est-ce que vous voyez la présentation? On voit la présentation, mais je pense que c'est un mode où on voit tes slides. Peut-être que tu peux le mettre. Désolée. C'est quoi? Hop. Et là? Sinon, je ne sais pas si ça va comme ça pour tout le monde. Oh non. Bien, si je peux me permettre, il y a deux écrans. Oui, il y a deux écrans, oui. Donc, dans Display Settings, donc où on voit actuellement, si tu vas dans Display Settings, en haut, là, il y a un petit menu. Et je pense que tu as un choix de swap, le premier choix. Probablement que c'est ce qu'il fallait pour que ça soit mieux. Voilà. Excellent. Excellent. C'est bon. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bon, premièrement, merci beaucoup. Et je voudrais féliciter les autres étudiants. Je trouve les présentations super intéressantes. Et moi, je fais l'analyse des sentiments pour une base de données de sentiments pour les films. Puis, pour commencer, la description des jeux des données, c'est vraiment simple. Il y a seulement les commentaires du film, puis les sentiments. Ça veut dire si c'est une positif ou négatif. Et après ça, j'ai exploré les données un peu. Puis, c'était vraiment équilibré. C'était moitié-moitié. Et puis après ça, j'ai commencé à faire la visualisation, ce qui a été un peu difficile pour moi parce que les mots, je ne trouvais pas comment faire pour visualiser les mots au début. C'était difficile. Mais
la visualisation que j'ai fait, ça m'a donné une idée de qu'est-ce que je devais nettoyer parce que ce n'était pas évident de premier coup de savoir qu'est-ce que je devais faire avec les mots. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des étiquettes HTML. Puis c'est ça, c'est la première chose que j'ai fait, c'est de nettoyer toutes les étiquettes. Et après ça, j'ai enlevé toute la ponctuation. Puis après ça, j'ai dit, OK, je pense que c'est correct. Mais après ça, j'ai visualisé les données encore, mais j'ai trouvé qu'il avait des mots qui se répétaient beaucoup, je ne pensais pas que ça donnait vraiment de l'utilité à un modèle, comme movie, film. Donc, j'ai enlevé certains mots que j'ai trouvé que n'ajoutaient pas beaucoup de valeur au modèle. Puis, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce que, honnêtement, en développant le modèle, tout ça, j'ai trouvé j'ai appris des choses très utiles comme des documents textes que je faisais, de ne pas réutiliser les codes parce que c'était vraiment quelque chose que je faisais au début. Puis après ça, quand j'ai réutilisé les variables, n'était plus bon parce que je l'avais utilisé ailleurs. Puis c'était compliqué. Donc, j'ai appris à m'organiser un peu plus, à prendre des notes dans mon notebook, à dire à chaque pas qu'est-ce que je faisais pour me rappeler qu'est-ce que je faisais, puis pour pouvoir le refaire, le répliquer. Parce que c'était un autre défi. Quand je faisais la réplication pour faire un autre exercice, on va dire avec un autre paramètre, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Mais pourquoi? Hein? Donc, il y avait toutes ces sortes de mauvaises pratiques que je devais comme améliorer. Donc, ça, c'est les résultats. J'ai appliqué 3 différents modèles, la régression logistique, le random forest, puis le MLP. Puis, j'ai fait quelques essais pour trouver le meilleur paramètre, mais je n'ai pas arrivé à faire automatiquement, on va dire, de parcourir toutes les options de hyperparamètres pour trouver le meilleur. Ça, je n'ai pas réussi. Ça serait la prochaine étape de mon projet, d'explorer tous les hyperparamètres pour trouver les meilleurs. Mais j'ai eu un bon résultat, je pense. Et la chose que j'ai appris aussi, c'est que analysant les mots, je me suis dit, OK, peut-être que si j'enlève les nouns, désolé, comment est-ce que vous disiez les nouns en français? Les nouns? OK, merci. Les noms communs? Les noms communs, oui, c'est ça, merci. Et j'ai dit, OK, parce que ça donnait pas beaucoup de valeur au modèle. Donc, j'ai seulement pris les verbes, les adjectifs et les adverbes. Mais, surprenamment, j'étais surprise de voir que non, en fait, le modèle a eu des pires résultats. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi. C'est une prochaine étape. Je vais comment m'embarquer dans l'investigation de pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné comme ça, mais c'est comme ça. Donc, les défis là, pour moi, c'est vraiment la compréhension de librairie. Je trouve que c'est tellement facile maintenant de copier-coller des modèles, de les adapter à notre besoin et tout ça, notre base de données, mais quand il y a quelque chose qui en bouge, puis ça ne marche pas tout à fait comme on espérait, puis d'aller dans la librairie, de voir comment ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça, les paramètres ça, les paramètres ça. Ça, c'était vraiment un défi pour moi, mais
j'ai appris beaucoup jusqu'à ce moment-là. Puis, les types de données en Python, ça, j'ai trouvé super un challenge parce qu'il y a des librairies qui prennent des listes, il y a des librairies qui prennent des data frames, il y a des librairies qui prennent des strings. Donc, tous ces jeux de types de données, oh mon Dieu, c'était difficile pour moi. Mais au moins, j'ai réussi à appliquer les 3 modèles. Je suis contente avec les résultats, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est ça. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier beaucoup parce que c'était super bon. Je voudrais remercier mon mentor, Marwan. Puis, c'était excellent. L'expérience était super. Je trouve qu'on a tellement d'informations. Je voudrais comme utiliser tellement de choses que j'avais vues dans les vidéos, dans les présentations de chaque mercredi, mais ça va être long, mais on a beaucoup de matériel pour le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Constanza. Quelqu'un a des questions pour Constanza? Une ou deux questions? Alors. Oui, Aude. Oui, merci pour la présentation. Écoutez, c'est peut-être mon cerveau qui commence à ralentir avec l'heure qui avance, mais pourriez-vous m'expliquer, c'est quoi l'objectif pour vous de faire ce type d'analyse? Oui, en fait, c'était une base de données que mon mentor m'a donnée parce que moi, je n'avais pas. Mais maintenant, j'ai une base de données de mon travail. C'est des lectures de devices de télémétrie. Donc, je vais appliquer beaucoup de choses que j'ai apprises dans les 100 jours. Je suis tellement excitée d'appliquer des choses que j'ai apprises. Mais ça, la base de données, c'était donné par mon mentor. D'accord, merci. Élie, tu as une question? Oui, j'ai une préoccupation. En fait, le dataset, il y avait combien de classes à la sortie? Il y avait juste des classes, la classe positive et négative. Et Oui. aussi, dans le texte, là, vous avez pris compte des emojis. Lorsque quelqu'un commente peut-être un film, il peut mettre les emojis. Est-ce que dans votre dataset, il y avait la présence des sexes? Que vous avez tenu compte de tout ça? Merci. Oui, exact. Non, il n'y avait pas d'emoji. J'étais chanceuse parce qu'il n'y avait pas d'emoji. D'accord. D'accord. Merci. Excellent. Donc, on arrive en fait à la dernière présentation puisque le groupe qui devait passer, malheureusement, une des personnes est malade, donc elle présentera plutôt la semaine prochaine. Donc, la dernière présentation pour cette session aujourd'hui, c'est Diana Tamas pour la présentation suivante. Donc, prédiction de l'amélioration de l'acuité visuelle après une chirurgie du trou maculaire, apprentissage supervisé avec des données structurées et non structurées. Donc, Diana, est-ce que tu arrives à partager ta présentation? Oui, ça marche bien. Tu pourrais le mettre en mode plein écran. Est-ce que vous voyez? Oui, absolument. Parfait. Donc, c'est bien. Parfait. Donc, je m'appelle Diana Tamas et je suis analyste en intelligence d'affaires. Donc, je suis professionnelle, je travaille au ministère de Travail. Et aussi, je suis étudiante en technique en intelligence artificielle au Collège Bois de Boulogne de Montréal. Donc, ce sont deux disciplines. On a business intelligence et data science qui se rejoignent et que j'étais très de les apprendre tous les deux, les honorés de les apprendre tous les deux pour valorifier justement la donnée.
Donc, ceci dit, sans retarder, je vais vous mettre tout de suite dans le sujet. Donc, mon sujet, c'est prédiction de l'amélioration de l'acuité visuelle après une chirurgie de trou maculaire. Donc, c'est quoi le trou maculaire? Un trou maculaire correspond à la formation d'une déchirure qui touche le centre de la rétine, zone appelée la macula. Celui-ci apparaît généralement à partir de 50 ans et est plus fréquent chez les femmes. Les données que j'ai utilisées sont des chirurgies de trou maculaire réussies de 2014 à 2018, sur le Québec. Et la problématique qu'on voudrait résoudre, c'est à partir des données préopératoires, est-ce qu'on pourrait prédire que la chirurgie aura un impact positif sur l'acuité visuelle du patient. Donc, les jeux de données contient les informations cliniques, préopératoires et post-opératoires de l'acuité visuelle pour 494 patients. Aussi, on a 806 images OCT qui représentent l'œil sujet de trou maculaire. Les données cliniques sont l'identifiant du patient, l'âge, le sexe, la présence de chirurgie de la cataracte dans le passé, la durée du trou maculaire, aussi si la présence ou non d'un bord élevé chez le patient, la taille en micromètres de trou maculaire avant l'opération et aussi l'acuité visuelle avant l'opération. Les données post-opératoires, on a l'acuité visuelle mesurée à 2 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois respectifs, 12 mois après l'intervention. La technique qu'on a abordée, c'est la technique d'apprentissage non supervisé, l'analyse de composants principaux, ACP, et aussi l'algorithme supervisé, plus précisément la régression linéaire. Donc, l'apprentissage supervisé va prendre des images et des données préopératoires et on voudrait vraiment de prédire quelle sera l'acuité visuelle du patient après 6 mois de l'intervention. Voici un court aperçu du traitement que j'ai suivi. Donc, j'ai séparé les données en données supervisées, je m'excuse, en données structurées et données non structurées, qui sont les images. Donc, parce qu'on a sont 2 types de data qui se traitent différemment. Et sur chaque set de données, j'ai appliqué de traitements de valeurs manquantes, par exemple, d'analyse de données aberrantes. On a eu à faire de la normalisation de données, feature engineering et aussi appliqué de régression linéaire. Sans retarder, on entre dans le sujet tout de suite. Donc, l'analyse exploratoire de données déjà nous donne un premier aperçu énormément d'informations sur le patient. Par exemple, l'âge moyen de patient. On voit ici que sont de 68 ans. Aussi, on voit que l'âge est en corrélation avec la variable que le patient a subi dans le passé une intervention chirurgicale au cataracte. On observe aussi que les données ne sont pas normalement distribuées, mais et aussi qu'on a des valeurs manquantes. Si on voit ici, les valeurs manquantes sont à valeur négative. Et aussi pour les variables de post-opératoires, les variables manquantes sont à nul. Notre target, ce qu'on veut prédire, on observe ici que c'est à 66% qui présentent des valeurs manquantes. Au niveau des valeurs manquantes, j'ai appliqué plusieurs techniques. Ce qui a été retenu, ça a été le KNN, imputation du plus proche voisin. Et nous avons
vous voyez ici la distribution de données avant et après l'imputation de valeurs manquantes. Un deuxième set de valeurs manquantes que j'ai traité, c'était pour les données préopératoires. Sont les variables à 12 semaines après la chirurgie et 3 mois après la chirurgie, qui représentent 17% de valeurs manquantes, respectivement 27%. Et là, j'ai utilisé plusieurs algorithmes de régression. Ce qui a été retenu, c'est Ada Booster Regressor, mais sur les données que j'ai dû les normaliser avec Quantile Transform. Voici le résultat que ça donne. Donc, cette image représente l'algorithme qui a été retenu pour imputer les valeurs manquantes. Au niveau des images, on a fait des traitements sur les images pour améliorer les données. Et on passe tout de suite parce qu'une image, ça parle plus qu'un texte. Donc là, on voit l'image originale. Donc, on parle de 44 par 101 la dimension de l'image. On a appliqué des filtres pour atténuer le contenu de l'image. On a appliqué le threshold value binary mask pour détacher le plan arrière de premier plan. Après, on a fait un zoom sur l'image. Et on a appliqué de la morphologie, des traitements de morphologie dans laquelle certains trous de cette image ont été recouverts. Et finalement, pour réduire la dimension de nos datasets, on a appliqué le PCA. Et comme ça, on a obtenu une image de 44 par 8 pixels. Et ici, vous avez l'image de composant principal. Donc, pour retenir 96, mettons, de la variation de l'image, on a dû retenir comme 8 composants principaux. Ça, c'est tout ce que je parlais, les étapes de traitement. Donc, c'est ici que j'ai résumé. Donc, on est parti en parallèle avec les chargements des images, avec les traitements. On a les séparés en training et test. Et on a fait le traitement sur les images. On a obtenu une dataset de 359 prédicteurs. Sur ces prédicteurs-là, on a appliqué les transformations de Quantile Transformer. Et parmi les algorithmes, parce que on a un autre problème de overfitting, étant donné qu'on a beaucoup plus de prédicteurs que le set de données. Donc, si vous voyez ici, au niveau de training, on est parti avec 117 enregistrements. Et on obtient le 359 prédicteurs. Donc, au niveau des algorithmes de régression, on a des problèmes de overfitting. Parmi les algorithmes, le meilleur qui a été retenu, ça a été Bayesian Ridge, qui combine la Ridge Regression, qui pénalise, on parle de Ridge Regression, qui pénalise la taille au carré des coefficients. Les coefficients sont petits, mais ils ne sont pas forcés à 0. Et aussi le Bayésien qui, en fait, au lieu de dire qu'on va prédire une valeur, on dit la probabilité qu'un événement va se produire. Donc, dans notre cas, ce que nous avons prédit ici, c'est la moyenne de l'acuité visuelle, mais aussi l'intervalle de confiance pour notre patient. Par exemple, si on prend ici, l'initial, ça a été de 56 en lettres
l'acuité visuelle. Donc là, la moyenne prédite, c'était 63, mais on observe que l'intervalle de confiance, c'est assez large. Donc, c'est cet algorithme qui a été finalement retenu. Au niveau d'apprentissage, donc, effectivement, donc 80 et plus de temps, je l'ai utilisé pour la préparation des données. Au niveau des enjeux, on a un volume réduit de données pour entraîner les algorithmes, mais aussi les données présentées des valeurs manquantes, des valeurs extrêmes qui ne suivent pas une loi normale, mais aussi le traitement des données non structurées. Si ça m'a permis d'utiliser plusieurs algorithmes, ça dépend du contexte. Tout à l'heure, je parlais du nombre de prédicteurs qui est plus grand que le nombre des occurrences, mais surtout garder le focus. Donc, ça, c'était vraiment de garder qu'est-ce que je dois faire, prédire, parce qu'on a eu plusieurs pistes de solutions et finalement, on a dû choisir un. Je remercie énormément à l'équipe de 100 jours de DataTrek et aussi à mon mentor, Frédéric Paradis. Ça a été une très belle expérience et vraiment de rencontrer des personnes qui ils ont le même intérêt vraiment de valorifier la donnée d'une autre façon. Merci. Merci, Diana. Est-ce qu'il y a des questions pour Diana? Alors, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro directement. Oui, Alexandre? Oui, je voulais des précisions sur la raison pourquoi l'acuité visuelle à 6 mois était manquante. Est-ce que c'était parce que des patients n'avaient pas été suivis assez longtemps ou c'est parce que c'était simplement pas mesuré à ce moment-là? C'est une bonne question. Je pense que ça n'a pas été suivi. Ça a été pris à 2 semaines, j'ai vu à 3 mois, mais étant donné qu'il manque, tu sais, les données de l'aspect de, en fait, la vie de gens métiers, donc je ne savais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, effectivement, ça se peut qu'ils sont arrêtés à 3 mois. Est-ce que ça aurait été pertinent de prédire à 3 mois? Pourquoi il fallait prédire absolument à 6 mois? J'ai prédit à 2 mois aussi par l'intermédiaire de données manquantes. Donc là, en fait, j'ai poussé, c'est pour ça que j'ai dit garder le focus, parce que j'ai prédit à 12 semaines, j'ai prédit à 3 mois, et là, on est arrivé à 6 mois. À 6 mois, ça présentait justement ce challenge. J'ai des données manquantes, 66% de données manquantes, et voir est-ce qu'en allant cherchant les images en complémentaire, est-ce que ça va apporter un meilleur résultat? Donc, c'était ici, de fur et à mesure, ça a agrandi notre projet. Je ne peux pas dire qu'au départ, notre objectif, c'était de 6 mois. Ça a été vraiment OK, on regarde notre jeu de données, on a plusieurs possibilités. Une des possibilités était aussi d'aller vers la classification et de prédire que est-ce que l'acuité visuelle, ça se classifie dans différents intervalles, mettons. De telle lettre à telle lettre. Donc, ça, c'était une autre méthode. L'autre, c'était, moi, j'ai choisi la régression. D'accord. Puis, je vois que Frédéric, qui est le mentor de Diana, dit dans le chat, ce qu'on m'avait dit, à 6 mois, la vue est plus stable qu'après 3 mois. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup à Diana, puis merci encore et un grand bravo à tous les randonneurs qui ont présenté, Alia, Yasmine, Léa, Camille, Constanza, Diana. Avant de refermer cette session, je voudrais vous rappeler que le public, qui est différent du prix du jury, a la possibilité de voter pour la présentation qui lui a le plus plu. Il n'est pas obligatoire d'avoir vu toutes les présentations pour voter pour celle qui vous a le plus plu. Je viens de mettre dans le chat le lien vers le formulaire là qu'il faut remplir. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de revoir ces présentations-là. Elles vont se retrouver sur le YouTube et puis je vais pouvoir
en fait, vous les communiquez si vous êtes inscrit, par exemple, sur l'Eventbrite. Donc voilà, encore un grand bravo à tous. Merci à nos 3 jurys là, qui se sont rendus disponibles, qui ont assisté à ces belles présentations. Et puis, prenez le temps de copier le Google Form là, pour remplir pour le vote du public. Et vous avez jusqu'au 15 avril là, pour le remplir. Donc, si vous souhaitez voir d'autres présentations ou revoir les présentations de la session parallèle avant de voter, c'est tout à fait possible.